Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre principale édition d'information sur LMTV5, la Nyanga autrement. En ouverture de cette édition d'information, allons à Mayumba, dans la Basse-Bagno, où le préfet de ce département a reçu à son cabinet de travail une délégation de la Direction générale du patrimoine. Au menu des échanges, les biens immobiliers de l'État. Suivons ce reportage. C'est une audience que le préfet de la Basse-Bagno a accordée à la délégation du patrimoine de l'État, en séjour dans la Nyanga depuis plusieurs semaines. Au menu des échanges, les questions liées aux biens de l'État parfois détenus par des individus, soit après leur mise en retraite ou vouloir s'emparer une fois démis de leurs fonctions. Et la conséquence immédiate est que nous n'arrivons pas à loger les agents publics, les agents de l'État. Lorsqu'ils arrivent, c'est vraiment la croix et la bannière. Et le réflexe du bail administratif n'est pas toujours ancré dans l'habitude des propriétaires. Font une espèce de transaction, si je peux l'appeler ainsi, avec l'occupant. Voilà. Donc du coup, ce sont des pratiques qui échappent à l'administration. Donc généralement, c'est après coup que l'on est informé qu'il y a eu des démarches qui ont été entreprises de part et d'autre, et l'administration est mise devant le fait accompli. Ça nous met souvent dans une difficulté en termes de gestion, justement du patrimoine de l'État. On n'arrive pas toujours comme ça à circonscrire de manière pratique. La mission de la Direction générale du patrimoine, rappelons-le, vise à identifier, répertorier et à faire l'inventaire des biens immobiliers appartenant à l'État. Juste après cette audience, la délégation de la Direction générale du patrimoine est allée sur le terrain pour répertorier justement les bâtiments administratifs et logements appartenant à l'État. Suivons ce reportage. C'est une mission de la Direction générale du patrimoine qui s'achève. Pendant plus de 20 jours, les équipes des experts ont sillonné l'ensemble des départements dans le but de faire l'inventaire des biens immobiliers de l'État, où plus de 150 sites ont été recensés pour une estimation de 300 bâtiments administratifs et logements répertoriés. Les bâtiments de l'État sont dans un état de dégradation avancée. Et ces bâtiments concernent les unités administratives déconcentrées, ça concerne les établissements scolaires, ça concerne également les centres médicaux. Donc c'est tous ces bâtiments qu'on a inventoriés. À côté de cela, on a également identifié les compteurs d'eau et électricité. Et à ce niveau, il y a certains compteurs qui n'avaient pas de coffret, d'autres qui n'ont pas de caractéristiques lisibles, et d'autres encore où, dans des situations où il y a des branchements directs avec les riverains. Au cours de cette mission, la délégation composée de plusieurs experts des différents ministères ont relevé de nombreuses anomalies. Nous avons pu relever des baux payés par l'État mais qui ne sont pas habités, des baux payés par l'État mais dont les conditions d'habitabilité ne répondent plus aux normes d'un contrat de bail. De ces faits, un rapport sera adressé aux plus hautes autorités de la République avant tout aménagement visant à mettre en sécurité les biens immobiliers de l'État. Retour à Tubanga, cette fois allons au quartier Mavundi dans le 2e arrondissement pour parler de la crainte des populations au lendemain de la tornade qui a tout ravagé sur son passage à Mavundi. Les populations interpellent les plus hautes autorités suite aux désagréments causés en 2023 où certains n'ont pas été contentés. Suivons ce reportage. Il n'y a eu aucun changement pour améliorer leur quotidien. Par manque de terre pour construire, ces populations sont obligées de rester au même endroit, tout juste au bord de la rivière Muguti à l'origine et pourtant de tous ces désagréments. Ça nous fait peur parce que la pluie, ce qu'il a fait tout dernièrement, ça peut revenir. Mais l'État n'a pas fait l'effort. Ils n'ont pas recensé, ils ont recensé les gens, mais ils n'ont même pas demandé les gens. Donc il y a toujours les vieux mamans qui vivent dans les maisons, qui ont été cassées, ils manquent les moyens pour toller la maison, ils sont obligés de vivre dehors. Ça déborde. Comme ici, c'était une rizière, c'est travaillé spécialement pour exploiter le riz. Donc ce n'était pas prévu pour l'habitation. Donc comme il y a manque de terre, la population est obligée de venir construire ici.
Lors du passage, il y a un truc à tourner. C'est mon alicinta tomba quelque chose. Ben, tu restes au nest de la base. C'est dia mango kati muila nandren. C'est pas satisfaction. C'est quelque chose. Mais il y a pourquoi pas y être la nyanga? Comment vont-ils faire quand on sait qu'à chaque saison de pluie, ces maisons sont inondées d'eau? La construction des canalisations est bien plus que nécessaire. On quitte la Nyanga, allons dans le Moyen-Ogooué, plus précisément à Lambaréné, pour parler justement de cet hexagénaire qui meurt agressé par un éléphant. Suivons ce reportage. Yves Malik. C'est une famille qui, au nom du reste de ses membres, est désemparée et demande justice auprès des eaux et forêts. Nous demandons aux autorités compétentes de traquer ou de encore, je ne sais pas comment dire, si c'était, imaginez-vous que c'était quelqu'un qu'on aurait surpris avec les pointes de l'éléphant, c'est ça, moi je pense qu'il y aurait déjà quelqu'un qui devait être arrêté par rapport. L'agression s'est déroulée il y a quelques jours dans un campement appelé à Kamba sur le Goué-Aval. La sexagénaire cultivatrice, partie comme tous les jours dans ses plantations, a été surprise par le pachyderme. Hélas, elle n'a pas eu de chance. Tous les membres étaient cassés, elle a eu une pointe qui est rentrée de ce côté-là, qui est ressortie de l'autre côté. Moi-même, j'avais du mal à regarder. À l'heure où la dépouille a été acheminée dans une pompe funèbre de la place, l'administration compétente dit prendre toutes les mesures afin d'être aux côtés de la famille, en déclenchant le mécanisme irrélatif. Le dossier relatif à la prise en charge en ce qui concerne les obsèques est presque bouclé. Très préoccupé par cette recrudescence d'agression de la faune animale sur les humains, c'est l'occasion de réaffirmer le processus de sensibilisation. Je demande aux gens généralement d'être accompagnés et ne pas être seuls, en agir souvent en groupe. Que lorsqu'on est seul, pour le cas pour lequel on est ici, par exemple, c'est une maman de 70 ans qui s'est retrouvée seule dans une plantation. À 70 ans, elle est amortie et seule face à un pachyderme. Je pense pas qu'elle pouvait baiser. Au moment où une mission d'enquête séjourne sur les lieux du crime, il convient de souligner qu'en l'espace d'un mois, c'est la 4e attaque de ces mastodontes sur les humains. Une par un hippopotame, 3 par des éléphants, dont 2 pertes humaines, ce qui répand la peur, l'inquiétude auprès de ces communautés rurales. À OIM, on parle du renforcement des compétences des acteurs judiciaires grâce aux implications des autorités judiciaires de ce département. Reportage Candy Mekui. À OIM, les acteurs du système judiciaire se sont réunis durant 2 journées de travail dans le cadre d'un séminaire organisé par la Cour d'appel judiciaire locale. Cette rencontre s'est articulée autour du thème « La pratique de l'instruction au service de la manifestation de la vérité ». Cette session a permis aux participants de consolider leurs connaissances en matière de procédure pénale et d'améliorer leur maîtrise des mécanismes d'instruction dans un contexte où la performance et la rapidité du traitement des affaires judiciaires constituent les enjeux majeurs. Il s'agit, à travers cet atelier, de briser les barrières, parfois institutionnelles, qui pourraient empêcher les magistrats et greffiers du tribunal de première instance de solliciter, en cas de difficulté, l'éclairage et les conseils avisés de leurs aînés de la Cour d'appel. Car il faut l'admettre, la justice se renforce lorsque l'expérience guide la jeunesse et lorsque la hiérarchie devient un espace d'appui et non un obstacle. Plusieurs aspects techniques ont été abordés, notamment la gestion du cabinet d'instruction, l'organisation de la conservation des dossiers judiciaires, les formalités obligatoires liées à l'information judiciaire, ainsi que la conduite des enquêtes approfondies. Des exercices pratiques ont permis aux participants de confronter la théorie à la réalité du terrain. Il a été question aujourd'hui donc de la pratique de l'instruction par le juge de l'instruction, par le greffier de l'instruction. Également à des conditions de fond qui sont importantes de rappeler toujours au magistrat instructeur et à son greffier en cabinet. Cette rencontre a également servi de cadre d'encadrement pour les jeunes professionnels de la justice afin de favoriser une meilleure pratique des procédures et une administration judiciaire plus performante. Par cette initiative, les autorités judiciaires d'OIM entendent contribuer à la modernisation de l'appareil judiciaire et du rapprochement de la justice des citoyens. Et puis allons à Franceville dans le Haut-Ogooué où on parle du paiement de la taxe municipale. À ce sujet, les établissements privés ont été sensibilisés. Reportage Guima Djupa-Sangwetaba et Mejouel Adjaï. Jusque-là épargnés dans le versement de la taxe municipale à la commune de Franceville, les structures d'enseignement privé basées dans la capitale provinciale devront désormais s'acquitter de cet impôt
applicable dans un avenir proche. Les chefs d'établissement ont été sensibilisés sur la question. J'ai voulu les sensibiliser sur le fait que, au cours de cette année, ils vont devoir faire face à une nouvelle taxation, c'est la taxation municipale, qui est ouverte dans le cadre du décret qui attribue certaines compétences donc à nos collectivités et notamment à la mairie de Franceville. Nous avons échangé. Nous voulons d'eux qu'ils soient des PME citoyennes. Partant du pré-primaire au supérieur via le primaire et le secondaire, les responsables d'établissement ont marqué leur accord pour reverser la taxe municipale. La taxe à l'ère de la décentralisation, il serait important que les PME également puissent apporter leur contribution près de l'instance municipale en vue, n'est-ce pas, de pallier à bon nombre de réalisations. Nous faisons partie de la population, nous sommes des citoyens gabonais avant tout, donc nous sommes prêts à accompagner le maire dans ses actions. Si c'est pour le vivre ensemble que promeut Monsieur le maire, nous sommes partants. Oui, pour cet impôt, mais les chefs d'établissement ont souhaité certaines facilités dans la collaboration avec l'hôtel de ville. La question de la taxe n'est pas une affaire d'aujourd'hui, elle existe bel et bien, mais ce que nous retenons aussi par devers, ce qui serait important, que la mairie puisse également accompagner les établissements à caractère privé. Dans la perspective de la décentralisation, la taxe municipale aidera ainsi à rehausser les fonds de la mairie. Et puis à Franceville, nous y restons cette fois. On parle de la construction des marchés municipaux à l'initiative du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Détails et explications de Wilson Wobakassa. En effet, ce qui paraissait comme un rêve pour les femmes commerçantes exerçant au sein de ce marché à ciel ouvert ici au quartier Migara, dans le 4e arrondissement de la commune de Franceville, est en train de devenir réalité, en jugé également par l'état d'avancement des travaux de construction de ce marché ultramoderne, ici lancé il y a de cela seulement 3 mois, par une entreprise gabonaise. Véritable prévalu pour les autorités de la dite localité qui saluent de demain cet ambitieux projet du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il était question de construire un abri commercial. C'était essentiellement des étals qui étaient prévus. Le président a repris à son compte ce projet. Il l'a reprofilé, il l'a redimensionné pour en faire véritablement un projet de construction d'un marché moderne. Un marché qui va recevoir non seulement des étals pour les commerçantes, mais aussi et surtout des box. La capacité de ce nouveau marché de Bingara en construction va permettre effectivement le désengorgement du marché de Potos. Pour Madame Perpétue Mayumba, il a fallu l'arrivée des autorités de la 5e République pour qu'un tel projet puisse voir le jour. Le premier marché a été mal fait et celui-là est le marché que nous voulons. Il fallait qu'Oligui passe au pouvoir. Merci pour le CTRI, merci pour Oligui qui nous a construit un bon marché. A noter que ce marché comprendra entre autres 284 étalages, 28 box, une garderie, une salle de sport, une chambre froide, un bureau de police et un parking. « 14 personnes déférées au parquet du tribunal de grande instance de Dakar au cours du week-end dans une sordide affaire de pédocriminalité impliquant le Sénégal et la France. Ces interpellations s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre de la coopération judiciaire entre les deux pays. Ici au Sénégal, l'enquête est menée par la DIC, la division des investigations criminelles, saisie à la suite d'une commission rogatoire après l'interpellation en France en avril dernier de Pierre Robert, 73 ans, un homme d'affaires de Beauvais, propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Sénégal, mis en cause pour participation présumée dans un vaste réseau d'exploitation sexuelle de mineurs. 50 000 fichiers pédopornographiques ont été saisis sur un ordinateur à son domicile au moment de son interpellation, selon Le Parisien. Ici au Sénégal, il est soupçonné d'avoir donné instruction à des hommes atteints du VIH d'entretenir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 15 ans et de filmer les actes. Les individus arrêtés sont notamment poursuivis pour transmission volontaire du VIH. Selon un communiqué de la police sénégalaise, 4 suspects ont reconnu leur implication, estimant avoir agi en contrepartie de transferts d'argent qu'ils recevaient de la part de Pierre Robert, parmi eux un ingénieur au cadastre,
un tailleur ou encore un conducteur de moto, nous apprend le journal Le Soleil. L'enquête se poursuit. Libération indique que dans ce cadre, Pierre Robert est venu au Sénégal la semaine dernière, discrètement, accompagné d'une délégation française composée de magistrats et d'officiers de police judiciaire. Ce matin, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants se réveillent sous le choc. En deuil depuis la mort hier soir de l'un des leurs lors de violents affrontements avec les forces de l'ordre, ils ont reçu un nouvel ordre des autorités. Ils disposent de quelques heures pour plier bagages et évacuer le campus social, annoncé fermé jusqu'à nouvel ordre. Hier, j'étais dévastée. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pleuré toute la nuit parce que vraiment, quand on pense à la famille du défunt, franchement, la situation elle est déplorable. Nous, on ne se sent plus en sécurité à l'université. Si les forces de l'ordre se permettent d'entrer dans les chambres des étudiants et les frapper jusqu'à causer leur mort, nous, en tant que des filles, nous ne nous sentons plus en sécurité. Les étudiants de l'UCAD protestent régulièrement pour dénoncer les retards dans le paiement de leurs arriérés de bourse. Et en raison de ces tensions, c'est déjà la deuxième fois depuis le début de l'année que le campus social ferme ses portes. Les bourses s'attardent, donc on nous oblige à payer encore des transports pour aller et venir à tout bout de champ. Nous sommes battus pour ce régime. On a fermé nos universités pendant 9 mois à cause de ce régime. Donc on ne s'attendait pas à ça de la part de ce gouvernement. Ce lundi, les heurts ont été particulièrement violents à l'UCAD. Gaz lacrymogène, jets de projectiles et incendie d'une chambre du campus. Cette vidéo, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre les étudiants pris au piège des flammes. Quant à l'étudiant décédé, il s'appelait Abdoulaïba et était en 2e année de médecine. Nous étions au service médical, on nous a appelés pour le constat. C'était 3 de nos camarades qui ont fait le constat de décès. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il a reçu des balles ou quoi que ce soit, mais ce qui est à noter, c'est qu'il a été torturé et il est décédé suite à des graves blessures. Dans un communiqué, le gouvernement a réagi appelant l'ensemble des acteurs concernés à la retenue et à l'apaisement. Il affirme sa volonté de faire toute la lumière sur la mort du jeune étudiant afin d'en établir les responsabilités, tout en réitérant sa détermination à garantir la sécurité du campus social. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV 5. Merci de nous avoir suivis. À demain à 19h. Au revoir.